source Lalla Mimouna, qui se trouve à Tinjdad, en plein désert, en allant sur Simrir, 4 km exactement après Tinjdad. Alors, je suis Bou Zaïd, je suis né à Tinjdad. L'école primaire, je l'ai faite à Tinjdad. Et puis, j'ai continué mes études à Rabat, au collège Yacoub Mansour, 2 années à Rabat. Et puis, mon frère était muté à Ouarzazate. J'étais obligé de suivre. Donc, j'ai terminé le collège à Ouarzazate, où j'ai eu mon brevet. Et puis, orientation vers le lycée Mohamed V à Marrakech. Donc, après le lycée, je suis allé en Allemagne, à Heidelberg, où j'ai fait des études d'interprétariat. 5 ans. Retour au Maroc, et puis je me suis intéressé au domaine du tourisme. Alors ainsi, j'ai travaillé avec une grande agence de voyage, allemande d'abord, Neckermann, la TEI, et puis Holiday Service, qui représentait donc le monde entier. Donc j'ai travaillé 20 ans avec Holiday Service, après quoi j'ai décidé de bousculer ma vie, de rentrer chez moi à Tinjdad. Et c'était avec dans ma petite tête le rêve de sauver la source Lalla Mimouna, où nous nous trouvons maintenant et où je vous souhaite encore une fois la bienvenue. La visite du musée des sources Lalla Mimouna commence avec la découverte de quelques pierres préhistoriques juste là en face de nous. Donc voilà le sens de la visite. À droite et à gauche se trouvent présentés dans des plats à couscous presque centenaires, des bifaces, des pointes de flèches, des racloirs à titre d'exemple, des pierres à broyer, et ainsi de suite. Un peu plus loin, nous avons affaire à la vie nomade. Alors, à gauche, les nomades du Haut Atlas et du Moyen Atlas, et des transhumants, et à droite, notre frange, à nous, les Marocains, de ce qu'on appelle les hommes bleus, c'est-à-dire les nomades qu'on rencontre du côté de Goulmine et au-delà, jusqu'à Dakhla, et El Gouira. Alors, le bâtiment, le pavillon qui suit, là-bas au fond, il est réservé à l'agriculture, n'est-ce pas? Et puis, le pavillon lui-même abrite une première source que j'ai creusée moi-même. Alors, de là, nous continuons vers le thème de l'huile d'olive. On voit des meules à broyer des olives, de grandes jarres pour la conservation des dattes, des pressoirs, des scourtins, enfin tout ce qui concerne donc comment on fait l'huile d'olive.
corridor où l'on découvre une partie de l'art du bois. De là, nous arrivons au musée de l'eau, où je vous ferai la démonstration. Vous allez voir. Et puis, donc, le grand bassin tout est conçu comme un atrium romain. Tout autour, il y a une galerie qui abrite un musée de l'eau. Voici maintenant l'objet le plus intéressant de ce musée de l'eau, à savoir ce petit objet-là qui porte en français le nom de clepsydre. Clepsydre, nom grec, mais la chose n'a de grec que le nom, c'est tout, car l'invention, elle est égyptienne. Alors, il est arrivé jusqu'aux oasis du sud du Maroc, sud-est et sud-ouest, et c'est donc avec cet outil qu'on va arriver à une bonne gestion de l'eau pour l'irrigation des champs. Alors, on va dire c'est le tour de Mustapha, qui est là-bas dans l'oasis et qui attend. Son tour est venu, depuis le village, quelqu'un va l'appeler. Mustapha, il répond, oui j'écoute, c'est ton tour. Que fait-il là-bas? Il fait la digue pour stopper l'eau, pour qu'elle aille direction son champ à lui. Alors, une fois qu'il a répondu, le maître de l'eau, que fait-il pour que l'horloge, car c'en est une, se mette à fonctionner? Il suffit tout simplement de la poser sur l'eau, comme ça. La voici qui fonctionne. Alors, passé 6 minutes, elle est pleine. Une fois pleine, elle va couler. Le maestro, vite fait, il la prend, la vide, la remet sur l'eau, et sur sa palme, que voici, il fait un nœud, il compte. Chose qui veut dire que Mustapha en a reçu une. Elle coule, un nœud, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait reçu le nombre qu'il possède. Après le musée de l'eau, ce sera le tour du pavillon qui abrite les arts et métiers. Les costumes, les bijoux, les céramiques, les armes. Il y a même la philatélie, la monnaie, la dinanderie. Alors, la visite continue pour arriver dans des corridors où nous pouvons découvrir des mortiers en bois. Ensuite, la vannerie. Alors après ce pavillon se présente l'art du bois, rustique, rural d'une part, et d'autre part citadin, c'est-à-dire arabe, andalou, mauresque, on peut appeler ça comme on veut. Nous arrivons à la troisième source que j'ai creusée également. Elle est récemment dégagée. Alors juste à côté, il y a des ateliers du forgeron, du menuisier, du cordonnier, du maçon, la cuisine, parce que le but du musée, c'est de rapprocher, autant que faire se peut, la vie marocaine, la culture marocaine des visiteurs. Nous arrivons à la quatrième source, qui est la source initiale, agrandie. Et cette source, ce pavillon, qui est sous un dôme, dans un coin, il y a le thème du cheval, et dans un autre, juste en face, celui de la musique. Et c'est tout doucement la fin de la visite. Ici, nous nous trouvons dans le pavillon qui est réservé aux écritures. Alors c'est un peu mon pavillon préféré, vu que je suis un petit calligraphe amateur. Alors de ce côté, réservé à la calligraphie, à l'écriture arabe. Donc il y a les objets de l'écriture, des encriers, des calams, des objets calligraphiés, et dans les vitrines, bien sûr, des manuscrits anciens. Voilà.
Au fond, c'est une petite école coranique. On y voit donc des tablettes coraniques qui deviennent à la fin des enluminures. Et ce côté est réservé au judaïsme marocain. Donc là aussi, nous avons affaire à des objets de culte de la religion hébraïque et des objets calligraphiés. On voit aussi un fragment d'une Torah. Voilà, donc c'est un peu le côté judaïsme.